Docteur Awa, pouvez-vous nous dire quels sont les examens à passer avant l'embolisation? Avant l'embolisation des artères utérines, il est préférable de réaliser une cartographie par une IRM pelvienne. En effet, l'échographie, si elle est faite par un expert, il peut nous donner des précisions sur la taille et l'endroit, mais les images dépendent de l'opérateur. Il n'y a pas de coupe définie. Par conséquent, on peut rater certains fibromes. Par contre, l'IRM donne de plus précisions sur l'endroit, le classement de Figo de 0 à 6 ou 7 et leur taille et leur vascularisation. Donc il y a plusieurs informations qu'on peut tirer de l'IRM qu'on peut pas l'avoir sur l'échographie. Par exemple, la vascularisation, elle est mieux analysée à l'IRM que l'échographie. On peut voir un Doppler, certains en effet d'hyperartérialisation, mais on peut pas voir de façon franche comme l'IRM. Docteur Awa, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qu'un radiologue interventionnel? Un radiologue interventionnel, c'est un médecin qui est spécialisé en radiologie. Donc, il a fait la course sur radiologue. Et en fait, le radiologue, c'est un examen spécialisé dans l'interprétation des images. Donc, la partie diagnostique, c'est de comprendre les appareils et les images IRM, scanner, échographie, radiologie standard. Tous ces examens-là, c'est le domaine de radiologie diagnostique. Un radiologue interventionnel, c'est un radiologue qui a déjà cette formation, mais en plus, il fait des opérations en traversant le corps, des opérations dans les vaisseaux ou dans les organes profonds, en utilisant les appareils d'imagerie. Donc, en connaissant les appareils d'imagerie, on peut faire certaines orientations et directions pour aller faire des traitements à distance en utilisant des instruments radiologiques. Le radiologue interventionnel, c'est un radiologue de base, mais il a décidé de faire des opérations, donc des interventions, qui sont pour but de traiter par exemple, emboliser une artère, ou emboliser une veine, ou dilater une artère. Mais tous ces traitements-là sont faits dans une salle dédiée qui est une salle de radiologie, qui permet d'aller avoir des explorations qui voient l'organe ou le vaisseau qu'on va traiter. Donc, en gros, c'est un radiologue, mais qui travaille avec les mains, donc des opérations. Le radiologue, c'est un métier intellectuel, fournit un compte rendu, une connaissance. Le radiologue interventionnel, c'est un traitement manuel. On travaille avec les mains et intellectuel en même temps pour fournir un traitement pour une pathologie précise par des micro-opérations qui sont comme des microchirurgies. Docteur Awa, pouvez-vous nous expliquer l'impact de l'embolisation sur la fertilité? La question de l'embolisation et la fertilité, c'est une question complexe, puisqu'il y a plusieurs paramètres qui jouent dans cette question, notamment l'âge de la patiente. Est-ce que c'est une infertilité primaire ou secondaire, c'est-à-dire que la patiente, est-ce qu'elle a déjà eu des enfants ou pas? Et surtout aussi la position des fibromes, parce qu'il y a un mécanisme, deux problèmes avec le fibrome, soit une compression extérieure vers les trompes et tout ça, ou soit une compression intérieure vers l'endomètre. Le problème de la compression intérieure, parfois même avec un petit fibrome, peut jouer sur l'apparition ou pas des fausses couches. Alors, beaucoup des croyances et des idées reçues sur l'embolisation et la façon qu'on peut pas avoir des enfants après embolisation, en effet, ça dépend de quelle époque et quelle étude. Il n'y a pas des études précises sur cette question et ça relève d'une partie d'expertise, mais en sachant que les équipes qui font les embolisations chez les femmes qui désirent de grossesse, l'embolisation doit être hyper prudente afin de ne pas avoir des risques sur les artères ovariennes et sur les artères utérines. Donc, il n'y a pas de contre-indication entre l'infertilité et la grossesse, mais encore une fois, la prudence s'impose au niveau de la prise en charge des patientes. Peut-on prévoir le niveau de douleur ressenti par la patiente après embolisation? La question est très difficile à répondre puisque il y a plusieurs facteurs jouent, notamment des facteurs émotionnels, l'acceptation de la décision avant, après embolisation. Mais de façon générale, les fibromes qui sont d'une taille assez importante, qui dépassent 10 cm, souvent il y a moins de douleur
par rapport aux patientes qui ont des fibromes de taille intermédiaire, de taille 3 à 5 centimètres. Vraiment sur la pratique, la question, on peut pas répondre à cette question. Il fallait peut-être intégrer module pour analyser les sentiments de patients avant, après et lier ça à plusieurs paramètres et afin d'identifier les patientes qui sont susceptibles d'avoir plus mal que les autres. Quelque chose de très important, le trouble digestif, notamment la constipation après embolisation, peut accentuer et aggraver le degré de la douleur, notamment s'il y a aussi des stress associés qui peut jouer un facteur hyper accéléré de la douleur post-embolisation. Donc, par conséquent, si on prend en charge ces troubles avant, c'est tout bénéfique pour le ressenti après embolisation. Est-ce qu'il y a une taille de fibrome limitée pour l'embolisation? Moi, dans ma pratique, la réponse que non, hein. On peut emboliser les tailles qui sont importantes. Seul problème, il faut chercher pourquoi on fait l'embolisation. Il faut savoir que si l'utérus arrive de taille assez importante, avec des fibromes, donc l'embolisation il peut réduire un certain volume, mais pas définitivement. Donc, il faut savoir le but de l'embolisation et est-ce qu'il ne faut pas associer avec d'autres techniques afin de traiter le gros fibrome. Par contre, le petit fibrome, il peut donner des symptômes, notamment quand elles sont sous-muqueuses, qui peut donner des métrorragies. Et ces fibromes-là, il faut aussi les emboliser afin d'arrêter le saignement. Pouvez-vous nous expliquer le protocole antidouleur après embolisation? Après embolisation, on peut mettre en place un système de perfusion continue des traitements antidouleurs, notamment l'acupan, pendant plusieurs jours. Ça permet d'avoir une dose continue et stable de traitement antalgique. On peut coupler ça avec un traitement anti-inflammatoire, ibuprofenide, et avec une protection de l'estomac. Le cas que ça continue la douleur, on peut avoir le doliprane codéiné, toute la famille de morphinique, deuxième pilier, comme tramadol, par exemple, qui peut maîtriser la douleur. Après embolisation, ça peut arriver que les crises douloureuses sont hyper importantes et les patientes sont obligées de retourner ou revenir ou repasser aux urgences afin d'avoir des morphiniques encore plus puissants à l'hôpital. Souvent, les crises comme ça, elles peuvent arriver et les patientes, elles peuvent bénéficier d'un bilan par une échographie et un bilan pour éliminer les infections urinaires qui sont rien à voir par rapport à l'embolisation, qui peut accompagner l'embolisation et qui peut donner aussi certaines douleurs. Donc, un cas de douleur forte non supportable par le protocole antidouleur, il faut aller aux urgences si ça arrive la nuit ou aller contacter le radiologue interventionnel pour avoir un bilan et une imagerie type échographie pour assurer que tout va bien au niveau de pelvis, les reins et la vessie. Docteur Awad, pouvez-vous nous expliquer le suivi qu'il y a à faire après une embolisation? Après embolisation, il y a le suivi précoce juste pour opératoire qui va durer pendant 1 à 2 semaines, voire 1 mois. C'est surveiller la douleur, surveiller les symptômes et si un cas de douleur hyper forte ou une fièvre assez importante, refaire un bilan, prise de sang avec vérification qu'il n'y a pas d'infection, bilan urinaire, voire échographie. Ça, c'est le suivi précoce pour assurer qu'il n'y a pas de complications précoces et que tout va bien et les choses commencent à rentrer dans l'ordre. Après, un cas de suivi à court terme ou moyen terme, il faut réaliser une IRM et comparer cette IRM avec l'IRM avant embolisation. Combien de temps qu'il faut attendre pour avoir une IRM? Pour l'instant, le délai idéal, c'est 6 mois afin d'attendre que l'embolisation fonctionne et on verra quel résultat au niveau de diminution de taille. Par contre, si la patiente a des symptômes d'hémorragie assez importante, voire anémie très importante, qui éventuellement peut avoir une nécessité d'une deuxième embolisation, ces patients-là, moi, personnellement, dans ma pratique, je préconise une IRM très précoce, 4 à 6 semaines, afin de voir la vascularisation des fibromes et être sûr que pas de fibromes résiduels ou pas de vascularisation résiduelle qui peut être responsable d'une continuation d'avoir des d'hémorragie. Et par conséquent, on peut proposer une deuxième embolisation si l'état général permet et si les effets secondaires de la première embolisation sont bien rentrés dans l'ordre. Docteur Awad, pouvez-vous nous donner quelques statistiques? La récidive des fibromes après embolisation est difficile à définir puisque il faut être sûr que le fibrome était morte à 100%.
Quelque chose parfois difficile à voir à l'IRM. Si l'IRM vous répond qu'une dévascularisation des fibromes totale, on est content que tout est rentré dans l'ordre. Personnellement, dans ma pratique, j'ai jamais vu une récidive dans ce côté-là. Par contre, une récidive qui était décrite totale, mais qui était partielle, on peut passer à côté. Puisque les images, parfois, on peut passer à côté d'un fibrome qui soit petit, qu'on n'a pas vu. De façon globale, ça existe que les fibromes étaient traités partiellement, c'est quelque chose qui peut arriver et que c'est pas grave, puisque quand on fait l'embolisation, on est quand même prudent pour qu'on soit pas perfectionniste, parce que pour ne pas abîmer les artères utérines de façon globale, on préfère de retourner une deuxième fois qu'on fait quelque chose de mal pour les patients. Ou attention aux ovaires. C'est vrai que la question est difficile à répondre, puisque si la patiente elle a un fibrome ou plusieurs fibromes, c'est pas pareil. Le fibrome unique, c'est très rare d'avoir une récidive, quasiment impossible. Une patiente qui a un utérus polymyomateux avec des fibromes de plusieurs tailles, de gros fibromes qui vont être bien traités par l'embolisation, les petits fibromes peut-être n'ont pas eu l'embolisation, ces cas-là, il peut avoir des récidives de façon plus importante. Mais dans tous les cas, il faut surveiller les patientes, même après l'IRM, faire les échographies de façon intermédiaire, rien que mesurer la taille globale de volume, s'il augmente de taille ou pas, que ce sera un indicateur s'il y a un problème de grossissement au niveau des fibromes ou pas. L'embolisation reste un geste simple à répéter, c'est pas une chirurgie, donc il faut pas hésiter de le refaire deuxième fois s'il faut. Peut-on combiner hystérectomie et embolisation? L'embolisation peut jouer un rôle très important avant la chirurgie gynécologique. Elle peut être utilisée avant l'éventuelle hystérectomie pour être sûr ne pas avoir de risque hémorragique pendant le geste. Alors, ça, c'est dans le cas extrême. On peut faire aussi des embolisations opératoires. Ça veut dire qu'en fait, le jour de myoctomie, ça veut dire qu'en fait, que le chirurgien va couper que les fibromes et faire l'embolisation juste avant. Malheureusement, l'organisation des gestes opératoires doit être synchronisée avec deux blocs différents, puisque le bloc pour réaliser la radiologie interventionnelle et l'embolisation est complètement différent de la salle d'opération chirurgicale. Si par hasard, vous avez les deux équipes experts dans la même clinique, dans le même hôpital, c'est l'idéal pour faire une myectomie sécurisée et notamment par des méthodes nouvelles, notamment par une chirurgie robot guidée ou par cystoscopie. Si on fait l'embolisation avant, ça permet d'avoir plus d'assurance et moins de risques hémorragiques afin de réaliser des chirurgies de plus en plus précises. Encore une fois, il faut avoir la disponibilité de deux équipes au même temps et de façon synchronisée. Maintenant, si on n'arrive pas à avoir le bloc opératoire et le bloc interventionnel au même endroit, on peut réaliser une embolisation préopératoire et on couplé par une chirurgie à un mois ou à 6 mois. Tout dépend de programme pour chaque patient. Si on n'est pas pressé, si on a le temps, le seul souci de cette technique un peu tardée, que les patientes vont avoir les effets de l'embolisation tout de suite. C'est-à-dire qu'en fait, la patiente il y a un potentiel d'avoir certaines douleurs ou syndrome post-embolisation, tandis que si on fait la chirurgie en même temps que l'embolisation, en fait, la sortie se fait rapidement, dans 2 3 jours, et que la patiente ne va pas avoir la douleur de l'embolisation puisque tous les fibromes étaient retirés, notamment les gros fibromes. Docteur Awad, pouvez-vous nous expliquer comment il faut se préparer à une embolisation? La préparation pour les embolisations des artères utérines doit être réalisée à plusieurs domaines. La confiance de la décision est hyper important. C'est pas facile de prendre une décision de se faire emboliser quand on regarde plein des avis contradictoires et d'accepter déjà que ma maladie elle est unique. En conséquence, le traitement que je vais choisir c'est unique et ça m'implique une prise en charge et même une façon de prendre la décision et je prends la responsabilité. On a l'habitude d'avoir une maladie, un traitement, donc j'ai mal à la tête, je prends de Doliprane. Ah, les fibromes, c'est pas comme ça. On a pas mal de techniques, plusieurs équipes, des spécialités différentes, d'expériences différentes.
Parfois, on n'a pas l'accès à l'embolisation. Il y a des patients qui viennent de pays qui n'ont pas d'embolisation. Bah, on peut pas le faire, il faut s'adapter. Il y a même des endroits qu'on n'a pas d'accès à l'embolisation ou pas d'expertise, bah, on va pas le faire. Il faut prendre en compte ce qu'on a et la vie réelle. Les patientes qui ont des médecins qui sont ouverts d'esprit, ils ont de la chance. Je parle dans toutes les spécialités, gynécologue, radiologue, radiologue interventionnel, chirurgien. La discussion multidisciplinaire entre spécialités qui peut donner de solutions idéales et conditions parfaites pour la patiente pour que sa décision soit les bienfaits. Je vous avoue que c'est pas simple de prendre un deuxième avis pour les patients qui ont déjà été visés par d'autres avis défavorables. Le travail personnel, si c'est difficile, la prise de décision, si ça va générer des émotions de façon importante, ça existe des coachings, des hypnoses, des thérapeutes qui peuvent accompagner les émotions. C'est quelque chose qu'il faut le prendre en compte. Pour la douleur post-embolisation, il y a un facteur de l'opération, enfin de l'ischémie. Il y a aussi un facteur émotionnel qui va être un accélérateur de nos émotions. Si on a une émotion forte, des colères qui est tout à fait justifiée, des tristesses et des doutes, c'est tout à fait justifié. Accueillir ces émotions, parfois c'est pas facile. Être accompagné aussi, c'est quelque chose qui est important avec les bonnes personnes pour qu'ils écoutent tout ce qui tourne dans la tête afin de prendre la bonne décision et être dans l'apaisement. Côté nutrition, on va préparer prochainement des vidéos explicatives sur la nutrition avant, pendant, après, avec un spécialiste. C'est quelque chose que ça fait un moment que j'ai réfléchi, qui est hyper important, puisqu'il y a certains traitements qui peuvent donner des effets antalgiques après l'opération. Et le traitement de l'angoisse ou même l'apaisement, c'est quelque chose qui peut aussi aggraver par le régime alimentaire. Donc, c'est quelque chose que je vous laisserai dans l'avenir pour répondre à cette question avec des vidéos explicatives avec une collègue spécialiste en la nutrition. Une des principales préparations avant l'embolisation, c'est se préparer au niveau personnel, au niveau de vie personnelle et professionnelle. Si je travaille, l'acte de l'embolisation, ça consiste, après l'embolisation, d'avoir un repos pendant au moins 2 semaines, voire 4 semaines, pour laisser cette embolisation prendre son effet, essayer de être tranquille pendant cette période-là. Donc, une préparation au niveau de la famille, au niveau du travail s'impose. Est-ce que on peut raccourcir le temps d'absence de travail? J'étais confronté avec certaines patientes qui me demandent: «Je peux pas arrêter de travailler». On peut, dans les cas extrêmes, couper l'embolisation en 2, faire l'embolisation gauche, embolisation droite. Effectivement, on coupe les symptômes en 2. Voilà. C'est quelque chose qui doit être vraiment discuté, prendre le temps et voir ce qu'on veut exactement. Vraiment, n'hésitez pas de déplacer, parce qu'on n'est pas dans l'urgence dans cette opération, en dehors bien sûr de l'hémorragie et l'anémie qu'il faut prendre en charge assez rapidement. On peut choisir le moment adapté pour l'embolisation. Docteur Awad, pouvez-vous nous donner quelques statistiques? Âge moyen des femmes embolisées, taux de réussite et taux d'échec après embolisation. Question intéressante, mais réponse, je ne sais pas. En effet, les papiers scientifiques présentent de travail de certains groupes très spécifiques sur une période bien définie. Malheureusement, il y a très peu d'études récentes. Et malheureusement aussi que les études n'englobent pas les travail qui est fait dans les cliniques privées, qui est forcément de qualité assez importante. Pour répondre à cette question, je pense qu'il faut attendre un petit peu d'avoir la notion de big data ou la notion de enregistrement et avoir des data bien construits pour avoir
de ce qu'on appelle le temps réel. C'est-à-dire qu'en fait, en temps réel, actuellement, combien de femmes qui étaient embolisées, combien de femmes qui étaient traitées par chirurgie, combien d'avoir de complications. Malheureusement, on n'a pas une idée sur la vie réelle. Les études, ils donnent une certaine réponse à cette question. On va vous montrer tous ces résultats avec des postes bien définis, avec leurs références accompagnées pour expliquer à cette réponse. La grossesse après embolisation, elle existe. Il y a une étude récente française qui était largement diffusée, qu'on va vous montrer aussi également, qui montre quand même quand l'embolisation a été faite par un expert, encore une fois, il y a des femmes qui sont tombées enceintes. On vous présentera tout le résultat. L'échec et l'âge moyen nous dit que c'est l'âge de milieu de l'âge, entre 35 et 40 ans. Est-ce que c'est plus qu'une communauté ou l'autre? En pratique, on a toute la communauté. Il n'y a pas plus de fibromes chez certains comités plus que l'autre, mais je vous avoue que la réponse à cette question de façon précise et va être plutôt discutée avec des postes, avec leurs références, comme ça on est plus scientifique et plus précis. Tarawa, quelles sont les causes connues de l'apparition des fibromes? La réponse de cette question, on ne sait pas. Il faut savoir que les fibromes, c'est une tumeur, donc c'est une zone qui grossissent sans avoir une règle de multiplication dans le corps. Donc c'est des cellules qui sont tumorale dans le sens que c'est une grosseur tumorale. Et le cellule tumorale, c'est une cellule qui n'oublie pas la règle cellulaire. Par exemple, l'utérus, il ne doit pas multiplier. Là, il y a un signe que les cellules doivent multiplier. Et avec le temps, les cellules multiplient, ils demandent de sang. C'est pour ça, en fait, ça devient de plus en plus important. La différence entre tumeur bénigne et le cancer, le tumeur maligne, que là, il n'y a pas de métastase et que ça reste localisé dans l'utérus et qui va pas aller au-delà de l'utérus. Les fibromes restent des tumeurs bénignes et la différence entre la tumeur bénigne et le cancer ou les tumeurs malignes, que les cellules, ils vont demander une multiplication de façon précise et contrôlée. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une multiplication qui n'est pas normale, mais contrôlée. Et dans le contrôle, il n'y a pas de métastase. C'est-à-dire qu'en fait, les fibromes, ils vont pas aller ailleurs pour aller attaquer d'autres organes, qui est la différence entre le cancer. Le cancer, il va attaquer d'autres organes et ça finit par détruire l'organe parce qu'elle envahit. Là, les fibromes vont rester dans l'utérus. Ils sont alimentés par l'artère ou pas, mais ils vont gêner que de façon locale et qu'on peut aller traiter. Par contre, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est nutrition? Qu'est-ce que je peux jouer avec? Pour l'instant, on n'a pas la réponse de ça. Y a-t-il des contre-indications à l'embolisation? Alors, les contre-indications de l'embolisation sont vraiment très limitées, hein, puisque c'est les indications de toutes les opérations, comme la fièvre. Si on a des anticoagulants de façon importante, faut discuter, mais c'est des contre-indications relatives. La fièvre, l'infection, il faut toujours analyser, voilà, comme contre-indication. Les contre-indications relatives, ce qu'on attend de l'embolisation par rapport à la taille des fibromes, par rapport aux symptômes, mais ça fait partie de la discussion de la prise en charge globale de cette maladie.